Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Lucie Cielia. Rebonjour, Lucie Cielia. Alors à la une, évidemment, de la presse française, on parle de la Coupe du Monde de football. Et on commence forcément avec cette une de l'équipe, et ce qui ressemble un peu à une affiche de cinéma, avec le trophée énorme fixé par Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Lionel Messi, les trois stars des équipes favorites, donc l'Espagne, l'Argentine et la France, bien sûr. Sous les yeux du monde, c'est le titre, car cette compétition sera scrutée, et pas que pour le sport. À l'intérieur des pages de l'équipe, cet article « Ramener la coupe à la maison ». À la raison, c'était sûr que j'allais me rater. Et cette question, donc cette 23e Coupe du Monde empêtrée dans les scandales, peut-elle être sauvée par le jeu ? Le quotidien sportif nous rappelle qu'elle a déjà su tisser sa légende en se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment. On se rappelle du Qatar. Et puis dans Libération, la une, là aussi, est consacrée aux Bleus avec les espoirs d'un troisième sacre et le capitaine Mbappé en une qui est sous pression. Kylian Mbappé qui tient les clés de la réussite comme il serait comptable de l'échec, nous dit Libération. Je rappelle tout de même que notre numéro 10 détient 56 buts en sélection tricolore. Il montre la voie, nous disent ses coéquipiers. On voit que donc c'est Kylian Mbappé qui porte le poids du mondial sur les épaules, mais il y a tout de même un petit bémol. Jusqu'où peut aller l'équipe de France avec ces derniers matchs de préparation qui ont soulevé, je cite, quelques interrogations. À cette Coupe du Monde, elle se tient donc aux États-Unis, en plus du Canada et du Mexique. Ça va se passer à Los Angeles, à Seattle ou encore à Boston, des villes où ce sport n'est pas forcément très populaire. Tout à fait. Et rappelons qu'aux États-Unis, on parle de soccer et même pas de football. Le beau jeu n'est pas vraiment populaire outre-Atlantique, mais le Wall Street Journal affirme que les États-Unis sont devenus en 75 ans une nation de football, kicking and screaming, on pourrait le traduire par dans la douleur, un retour sur l'histoire du ballon rond donc. Côté spectateur, Wired nous rappelle donc aux fans de football qu'ils sont surveillés, you're being watched. Là, c'est une analyse qui détaille les technologies anti-drone, de surveillance, de reconnaissance faciale, bref, toutes les technologies de surveillance qui sont là pour encadrer les 5 millions de fans attendus aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et puis pour finir, beaucoup moins technologique, le New York Times s'est intéressé en Argentine aux fans des cartes Panini. Les enfants, les parents et même les grands-parents ont délaissé les smartphones au profit du bon vieux papier. Et puis alors, cette fois-ci, on va passer à toute autre chose avec la presse britannique. Après cette deuxième nuit de manifestations anti-immigrés en Irlande du Nord, à Belfast, après une attaque au couteau, le principal suspect est un réfugié soudanais. Alors comment est-ce que la presse britannique s'est emparée de ce fait divers ? Alors d'après le Guardian, dans cet éditorial, la radicalisation numérique menace la démocratie. Le quotidien estime que les violences en Irlande du Nord sont la traduction dans le monde réel de sinistres mécanismes en ligne. L'article détaille le rôle d'Elon Musk, soutien de l'agitateur, je cite, d'extrême droite Tommy Robinson, dont le vrai nom est Stephen Yaxley Lennon. Il utilise un pseudonyme pour faire oublier ses nombreuses condamnations. Dans le Belfast Telegraph, le quotidien nord-irlandais, là on donne la parole aux familles de la victime, à la famille de la victime de l'attaque au couteau. Donc les proches de la victime se disent dégoûtés et appellent au calme. Et enfin, du côté du Times, on se place là aussi du côté des victimes et des victimes des violences. Le journal parle de pogroms modernes. Des soignants africains, ukrainiens et une famille roumaine ont été parmi ceux qui ont dû fuir les hommes masqués qu'on voit ici sur la photo. C'était terrifiant, je n'en croyais pas mes yeux, témoigne une victime dans l'article. Alors on va terminer par une découverte qui va permettre peut-être des avancées scientifiques. C'est la découverte d'un cimetière de baleines dans l'océan Indien. Absolument, et même plus précisément, il s'agit d'une nécropole de baleines. Alors ça ne veut pas dire qu'on a découvert une civilisation perdue ou que les cétacés ont choisi de se retrouver à cet endroit-là, mais on a bien découvert une concentration inédite de fossiles. Le plus vieux a plus de 5 millions d'années, et il y a des cadavres beaucoup plus récents qui ont à peine une dizaine d'années, eux. On doit cette découverte à une équipe chinoise. Ça se trouve dans une fracture océanique de 1000 km de long qui fait parfois 7000 mètres de profondeur. C'est énorme. Les scientifiques y ont déjà identifié une nouvelle espèce de baleine, et il devrait y en avoir beaucoup d'autres. Et Libération aujourd'hui parle aussi des océans avec cet éditorial co-signé par James Cameron. Le 21e siècle sera
océanique. Le réalisateur et une océanologue appellent les États à s'engager dans l'exploration des eaux profondes pour comprendre et préserver le vivant. Un éditorial qui nous rappelle que l'espèce humaine ne connaît que 0,001% de nos océans. Il reste donc tout à découvrir. Merci à vous, Lou, qui est là pour cette revue de presse. Et